Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bienvenue dans Green Business, l'émission 100% durable de BFM Business. La ville de demain revient sur le devant de la scène. Logique quand on sait que 80% des habitants de la Terre vivront en ville à l'horizon 2050. Gros plan sur l'île à travers la chaire industrielle Réseau urbain intelligent eau. Une start-up qui a su se diversifier dans les énergies renouvelables, c'est Armor Green. Énergie toujours avec la climatisation solaire. C'est l'enjeu du projet Scribe à découvrir dans les initiatives durables avec le soutien de l'ADEME. Enfin, remplir à temps sa note de frais vous permet d'aider un SDF. Et oui, c'est un exemple parmi d'autres des solutions proposées par Giving Corner. Vous comprendrez tout à la fin de cette émission. Ce sont 2 personnes sur 3 qui vivront en ville en 2030, 8 sur 10 pratiquement 20 ans plus tard. Rendre les villes intelligentes et durables, c'est évidemment essayer de diminuer l'impact environnemental, mais aussi de repenser en profondeur tous les modèles d'accès, et notamment aux ressources. Et on va parler de l'eau aujourd'hui avec 3 invités en plateau. Chekib Garbi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CITC, qui est le Centre d'innovation des technologies sans contact EURA-RFID. Et donc vous êtes en partenariat avec d'autres, notamment l'Université de Lille, et à côté de vous, Issam Chaour, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur du laboratoire Génie civil et Géo-environnement à l'Université Lille 1, et également partenaire, et c'est normal puisqu'on parle de l'eau, il y a la direction de l'eau pour Eau du Nord, Jean-Marc Chaleman, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur de l'eau pour Eau du Nord, comme je le disais. Donc on est là pour parler d'une chaire industrielle, on va comprendre ces enjeux autour de l'eau dans un instant, mais on en va parler aussi avec Arnaud Gossement. Bonjour Arnaud. Bonjour Nathalie. Arnaud Gossement qui est avocat en droit de l'environnement. Je vais vous dire félicitations. Merci. D'abord, puisque Delphine Batho, la ministre de l'écologie, vient de vous nommer membre du comité de pilotage des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Mais vous êtes toujours là pour venir parmi nous, donc ça veut dire même si vous avez beaucoup de travail, vous êtes toujours présent, c'est très bien. Alors évidemment, c'est quand même une opération qui vous tient à cœur, Arnaud. Oui, qui tient à cœur à beaucoup de vos invités, puisque quand on reçoit ensemble des chefs d'entreprise, souvent ils se plaignent du fait que les règles sont trop compliquées, que les procédures sont trop longues, que les contrôles sont trop tatillons, etc., etc. Et d'où l'engagement du président de la République et du Premier ministre lors de la conférence environnementale en septembre dernier, d'ouvrir des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Le but, c'est de faire en sorte que ça soit plus simple, plus efficace, qu'on protège mieux l'environnement, mais sans enquiquiner nécessairement les industriels, pour faire simple et pour parler familier. Donc ces états généraux sont très importants. Un comité de pilotage de 3 personnes, avec Delphine Edary, membre du Conseil d'État, une excellente juriste, Claude Chardonnay, spécialiste de la participation du public, et puis votre serviteur. Et les travaux ont commencé. Alors, sur quel sujet, justement, ces travaux vont-ils porter? Alors, tous les sujets sont sur la table, qu'il s'agisse d'eau, qu'il s'agisse d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse d'installations classées, qu'il s'agisse d'industrie, qu'il s'agisse de sortie de statut de déchets, d'économie circulaire. Bref, tous les sujets sont sur la table. Tous les industriels, tous les membres aussi de la conférence environnementale, les associations, les syndicats de salariés sont appelés à contribuer de plusieurs manières. Il y a un questionnaire qui est mis en ligne sur le site dédié du ministère de l'écologie depuis le 26 avril. Il y a possibilité également d'envoyer une contribution. Il y aura des consultations, notamment du Conseil national de la transition écologique, qui regroupe tous ces acteurs, qui va se réunir à plusieurs reprises. Le but, effectivement, c'est de pouvoir proposer au gouvernement une réforme du droit de l'environnement qui touche, depuis la charte de l'environnement, l'ensemble des branches du droit immobilier, de l'urbanisme, des affaires. Là, on va parler aussi de RSE, d'engagement volontaire, etc., etc., etc. Le but, effectivement, c'est de faire des propositions pour faire plus simple, mieux, plus efficace dans les années à venir. Et donc, le calendrier, Arnaud? 25 juin, première réunion des États généraux, probablement au Muséum d'histoire naturelle, au Jardin des Plantes. On va réunir tout le monde, c'est plusieurs centaines de personnes qui vont se réunir pour débattre toute une journée en présence de la ministre de l'écologie et du comité de pilotage du diagnostic. Il va falloir d'abord se mettre d'accord sur un constat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça marche? Et ensuite, on passera par la conférence environnementale du mois de septembre et on espère finir nos travaux à la fin de l'année pour remettre notre copie au gouvernement. Nathalie, je vous en parlerai évidemment régulièrement. Ça, je n'en doute pas. Alors, puisque vous avez parlé de l'eau, on va se tourner vers nos invités. C'est ce dont je parlais, cette chaire industrielle, un réseau urbain intelligent eau qui a été inauguré récemment. Alors, Jean-Marc Chaleman, vous qui êtes directeur de l'eau pour Eau du Nord, j'allais vous dire, quand on parle de transition énergétique, de smart grid, on parle beaucoup d'électricité. Est-ce que l'eau n'est pas un petit peu laissée pour compte dans ce débat-là? L'eau est laissée pour compte, bien évidemment, puisqu'on fait un projet sur l'eau. C'est qu'on a la sensation ou le sentiment que l'eau est laissée pour compte. J'ai envie de dire, en matière de réseau d'eau, les réseaux d'eau en France, ils sont centenaires, d'ailleurs comme Eau du Nord.
Mais pour chacun d'entre nous, c'est devenu quelque chose qui est complètement naturel. Et c'est tellement naturel que c'est oublié. Quand vous prenez l'eau chez vous, vous la prenez au robinet et puis c'est tout. Il s'agit maintenant, et on le pressent bien avec les nouvelles technologies apportées par l'électronique, les technologies de l'information, de changer un petit peu ce que c'est qu'un réseau d'eau et ce que c'est qu'un service d'eau. Voilà notre ambition. Ça paraît simple de le dire comme ça, mais c'est beaucoup de travail et c'est sûrement une vraie révolution. Alors ce travail, Issam Charro, parce que vous représentez l'université de Lille 1, comment va-t-il se mettre en place? Donc il y a ce partenariat. L'idée, c'est véritablement de lancer des activités de recherche, de formation, aussi de transfert aussi, de technologie autour de ces projets-là. Tout à fait. Là, on est vraiment dans la mission de l'université, développer de recherche, de la formation et également transférer les résultats de la recherche vers la société. Le sujet, l'eau, c'est un sujet qui est extrêmement important. Pas seulement au niveau local, au niveau mondial, on entend parler pratiquement tous les jours de la question de l'eau. Sur le plan scientifique, l'eau pose pas mal de questions. Des questions de qualité, des questions d'infrastructure, des questions d'investissement. Il y a encore des études récentes qui ont dit sur la qualité de l'eau, avec notamment la présence de certaines traces médicamenteuses en fait, dans cette eau-là, et qu'on n'a pas toujours les moyens encore de pouvoir la filtrer suffisamment. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de questions scientifiques qui se posent. Et étant dans une université qui est pluridisciplinaire, on a la possibilité de mobiliser beaucoup de laboratoires en informatique, en électronique, en biologie, autour de cette question de l'eau. L'autre question, on est sur les réseaux intelligents. Ce qui a été évoqué effectivement par Jean-Marc, vous avez évoqué, ça a commencé dans le domaine de l'énergie pour des questions de sécurité. Mais on se rend compte que ce concept de réseau intelligent peut apporter beaucoup dans le domaine de l'eau. Et là, on est vraiment pionnier dans le domaine. Donc, pour voir que tout ce qu'il peut apporter des réseaux intelligents pour gérer de manière optimale les ressources en eau, des ressources qui sont très, très, très chères. Et là, effectivement, on est dans des recherches qui sont pluridisciplinaires. Parce qu'on a besoin de l'électronique, de l'informatique, de la biologie, etc. pour travailler là-dessus. Et également des sciences sociales. Parce qu'il y a des problématiques aussi des sciences sociales qui s'opposent. Et donc, c'est ceux qui sont... Oui, on peut ajouter simplement que, évidemment, pour les réseaux d'eau et les services d'eau, il y a une problématique de ressources, chacun l'aperçoit bien, il y a une problématique d'exploitation, mais tout ça ne se fera pas si les services d'eau restent cantonnés à eux-mêmes. Ces technologies de l'information vont l'ouvrir sur la société et chacun va prendre en compte ces problèmes et c'est comme ça qu'on avancera. Et c'est pour ça que vous avez besoin notamment du Centre d'innovation des technologies sans contact chez Équipe Garbi. Donc votre rôle dans ce partenariat et cette chaire industrielle? Nous, notre rôle, c'est d'apporter cette expertise technologique. On parlait de réseaux intelligents, donc on vient compléter les réseaux d'eau, les infrastructures, par des réseaux de télécommunications, plutôt sans fil. Et quand je disais qu'on parle souvent de l'électricité et moins de l'eau, alors finalement, il y a aussi un enjeu important. Il y a un enjeu autour de l'eau, il y a un enjeu autour de l'électricité, il y a un enjeu autour du chauffage, du gaz. Donc l'ensemble des énergies aujourd'hui sont travaillées, en tout cas au niveau du CITC, pour répondre à diverses questions, justement, de maîtrise et d'efficience énergétique de manière très globale. Mais on a des contextes un peu différents entre le monde de l'eau, le monde électrique, en fonction justement à quel niveau on se positionne. Est-ce qu'on est au niveau à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison? Donc là aussi, il y a un enjeu différenciant. Et toute cette capacité, je veux dire, pour informer les usagers, parce que derrière, c'est aussi amener de l'information pour mieux maîtriser leur consommation d'eau, ça nécessite des infrastructures de télécommunications, de capteurs, de collecte de données et de traitement de manière très importante, qui va poser d'autres questions de sécurité, de protection de vie privée aussi. Bon, donc il y a tous ces enjeux, comme l'évoquait Issam sur la notion SHS, toutes ces notions de droit, qui seront également traités et pas simplement sur des visions que technologiques. Voilà. Arnaud Gossement. Alors si on essaie d'être très très concret pour nos téléspectateurs, on voit qu'il y a un projet de recherche qui est très ambitieux. Qu'est-ce que concrètement, moi, consommateur d'eau, ça va changer dans ma vie? On voit pour l'électricité, on parle des compteurs Linky, etc. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples de ce qui peut changer dans la vie du consommateur d'eau? Concrètement, ce qui peut changer, c'est par le biais de la connaissance des débits qui passent, sa propre consommation. La consommation qui alimente un réseau d'eau, c'est vous aurez la connaissance de votre consommation en continu. Donc, on voit derrière des actions de pédagogie immédiate. J'ouvre un robinet, j'ai consommé tant de litres. On peut imaginer également que ça se convertisse en euros. Mais surtout, maintenant, les technologies vont permettre de commander votre consommation d'eau. J'ai l'habitude, si vous permettez, de dire qu'on peut inventer le contrôle parental
de la consommation de ces enfants dans le bain. Si au bout d'un certain temps, ils ont consommé trop d'eau, on est capable de dire ça coupe. Vous voyez, le genre de choses. On rend l'usager acteur. Et puis ça permet aussi, pourquoi pas, de détecter des fuites. Enfin, il y a aussi toute cette notion-là aussi qui est importante. Ça, c'est autre chose. Pour l'usager, il le verra moins, mais évidemment, pour l'opérateur du réseau d'eau, il sera en mesure d'avoir connaissance de la fuite dès le moment où elle se produit, donc d'intervenir beaucoup plus vite. Avec un grand rêve, bien évidemment, c'est de réparer la fuite d'eau avant qu'elle arrive. Arnaud, je crois que vous étiez prêt à réagir. Parler du droit, ça m'a interpellé. Oui. Est-ce qu'en matière de tarification de l'eau, par exemple, vous allez proposer également des innovations, d'aller plus loin que ce qui a déjà été discuté d'ailleurs récemment au Parlement dans le cadre de la loi? Moi, je reste sur la question du droit technologique. La D'accord. tarification de l'eau. Est-ce que c'est partie de votre projet aussi d'y réfléchir? Oui, surtout que ça oblige à réfléchir. On en a parlé souvent à un nouveau modèle parce qu'on a des opérateurs aussi qui interviennent dans cette démarche-là en dehors du service des eaux, finalement, traditionnel. Évidemment, à partir du moment où on délivre un service et qui sera complètement différent, il faudra arrêter de penser à une tarification classique telle qu'elle existe aujourd'hui. D'ailleurs, on en voit bien les limites. Moins on vend de mètres cubes, moins on est rémunéré pour des services qui augmentent. Ça touche une limite mathématique. En plus, la société aujourd'hui, à la fois par les problèmes de précarité qu'elle pose, et a institué dans la loi l'accès à l'eau gratuit pour tout le monde. Et il faut, pour les personnes en difficulté, trouver les moyens de leur donner cet accès à l'eau. Et ça passera par des tarifications différentes qui seront adaptées aux usages différents. Et Issam Chahour, donc comment ça se met en place aussi concrètement? Il y a un site d'expérimentation. Tout ça, ça se passe du côté de l'université Lille 1 où vous êtes uniquement... Tout à fait. Donc, la question que se pose quand on travaille sur les réseaux intelligents, c'est qu'on a beaucoup de technologies qui ont été développées sur les capteurs, sur les techniques de communication, sur les traitements. Et l'une des questions qui se pose, c'est comment les intégrer. C'est la vraie question. Quand on va passer dans une ville, il faut tout intégrer, toutes ces technologies. Et pour les intégrer, on a besoin d'avoir un démonstrateur. Et là, effectivement, donc on développe ensemble un démonstrateur sur la scientifique de Lille 1. C'est une petite ville de 25 000 usagers à peu près. Oui, mais c'est important de faire ça à la dimension d'un territoire parce que chaque ville est différente, chaque territoire est différent. Et donc là, les enjeux qu'on a, c'est effectivement de développer un démonstrateur sur les différents volets, les qualités de l'eau, les questions de fuite, les questions liées à l'énergie, pour voir déjà comment ça peut fonctionner et comment tous les développements qu'on peut faire sur un petit site. Mais on travaille aussi dans un contexte qui est au-delà de l'université, parce qu'on travaille dans un contexte qui est national et international. Donc l'idée aussi que toutes ces recherches qu'on mène, qu'elles soient au meilleur niveau, au niveau international. On travaille avec les Hollandais, on travaille avec les Américains dans ce domaine-là. Donc c'est très important d'échanger l'expertise. Et l'ambition qu'on connaisse, on soit vraiment un site de référence dans le domaine au niveau international. Voilà, vous montrez et grâce à ce partenariat. Et c'est un investissement de combien au total, cette histoire? C'est un peu difficile de dire, parce qu'on a engagé beaucoup de chercheurs, il y a des doctorants, des postdocs, il y a aussi des personnels à la Société des eaux du Nord, il y a des personnels du CITC. On est aussi dans des consortiums au niveau international, donc en termes de personnes qui travaillent là-dessus, ça compte par dizaines aujourd'hui. Et après, on a les infrastructures, les infrastructures aussi qui coûtent très très cher. Et maintenant, on est sur un plan de véritable instrumentation, là, donc on monte des projets auprès des collectivités au niveau européen pour avoir également des financements, pour pouvoir effectivement instrumenter ce en temps réel. Véritablement, le Nord veut montrer l'exemple. On va parler dans une prochaine émission de troisième révolution industrielle. On en a déjà parlé, vous êtes un exemple. Alors, chez Kip Guerrier, on peut se dire à quel horizon ça pourrait voir le jour en dehors de ces travaux, même vous qui travaillez finalement sur cette réflexion. Ça voit déjà le jour. Ça voit déjà le jour. Oui, c'est vrai qu'on d'ailleurs on a déjà présenté des compteurs même intelligents dans le domaine de l'eau. En France, ça existe. Ça existe. Il y a d'autres enjeux technologiques qui sont justement faire qu'il n'y ait qu'un seul capteur qui puisse servir en même temps pour l'eau, pour l'électricité, pour des remontées d'informations. Donc des questions d'interopérabilité qui sont aussi posées. Se posera fortement la question, lorsqu'on est vraiment au foyer dans l'habitation, la question justement de la protection de la vie privée, de quelles sont les données que l'on remonte, comment elles sont traitées. Est-ce que les usagers sont impliqués déjà dans cette démarche? Vous en parlez Dans d'autres projets dans lesquels nous sommes impliqués, en l'occurrence avec des bailleurs sociaux, les usagers sont complètement impliqués au travers de groupes et de travaux spécifiques, donc avec des sociologues. Donc il y a aussi cette réflexion-là.
Sur le projet universitaire, mais Issam en complétera, il y a aussi cette vision sociologique qui vient dans un second temps. Voilà, tout dépend de la temporalité des projets. Oui, Quand on parle d'un campus, vous savez, il y a des résidences aussi, Oui, donc aussi, les gens oui. qui y habitent. Donc on travaille également avec le CROUS sur cette question-là. Oui, puis de motiver les étudiants Tout aussi, à ceux fait, qui pour seront les finalement sensibiliser dans sur cet cette usage. question, la question de l'eau, de l'usage. On a des thèses en sociologie, donc il y avait un véritable travail avec les étudiants et les usagers au niveau de l'université. On a également des thèses en économie sur le sujet, donc, effectivement. Et disons qu'on travaille par des briques. La première brique, au niveau de l'instrumentation pour suivre la consommation en temps réel, on l'a déjà installée. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième brique qui concerne la qualité, on va passer à la troisième brique pour faire le contrôle. Donc, on travaille par des briques, on avance par ça. Mais déjà, les premiers résultats sont déjà là. Ouais. Bah déjà, et puis vous reviendrez nous en parler, vous nous montrez les conclusions de cette chaire industrielle, donc réseau urbain intelligent, eau. On est obligé déjà de me dire le mot de la fin, mais si ça me suscite beaucoup, mais il faut aller voir et se renseigner. Si vous voulez juste dire un mot, Issam Chaour, alors allez-y rapidement. Parce que je pense qu'un élément important, c'est que pour la chaire, on a eu un professeur des États-Unis qui connaît bien, parce qu'il a déjà travaillé sur la ville de New York sur un sujet équivalent. Donc, je dis que l'un des éléments de succès de cette chaire, c'est aussi le professeur qu'on a pu recruter, qui a une véritable envergure au niveau international. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Merci aussi à Arnaud Gossement. On va marquer une première pause dans Green Business. Dans les villes durables aussi, il faut de l'énergie. On va découvrir un acteur diversifié, Armor Green. Ce sera dans un court instant sur BFM Business.